petite demi-heure qu'on va passer ensemble maintenant. Un an après la guerre entre Israël et le Hamas, un concert a été organisé cette semaine. Musiciens juifs, musulmans, chrétiens, des bédouins aussi se sont réunis à Kfar Aza, le village situé à l'exacte frontière entre Gaza et Israël, là où arrivaient les tunnels, là où arrivaient les missiles. Au sommaire également, les premières images du biopic consacré à Lance Armstrong, ex-champion, ex-dopé et bon repenti, comme les aiment les Américains au cinéma. Et puis, nous parlerons cuisine et boui-boui avec un e-book très alléchant, les 100 meilleurs petits restos pas chers d'Israël. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Il y a un an, les missiles du Hamas tombaient sur l'État hébreu et il y a un an, l'État hébreu ripostait à Gaza. Pour les familles endeuillées des deux côtés, rien ne s'oublie bien évidemment, mais la musique peut un peu apaiser. Un concert de l'unité vient d'avoir lieu avec des juifs, avec des musulmans, des Israéliens et des Arabes. Reportage David Gombin et Pazit Dank. À première vue, cette chorale qui s'échauffe avant un concert est tout ce qu'il y a de plus commun. Mais quand le ténor fait ses gammes dans un abri antimissile, l'échauffement prend tout de suite un aspect beaucoup plus inhabituel. Bienvenue à Kfar Aza, situé à moins de 3 km de Gaza. Ce kibboutz de 670 habitants a souvent essuyé des tirs de mortier du camp de Jabalia voisin. Près d'un an après le déclenchement de l'opération Bordure Protectrice, c'est tout le village qui s'est mis sur son 31 pour accueillir un concert sans précédent. Un concert qui s'ouvre par du Mozart. Le requiem, c'est lié aux funérailles en fait. Aujourd'hui, nous portons le deuil, ou plutôt exprimons notre deuil à la fois à nos victimes, mais aussi à celles de l'autre côté. Et c'est ça qui nous réunit, qui nous rassemble. Sous-titré en latin, en hébreu et en arabe, le requiem est entrecoupé de liturgies funèbres juives et musulmanes. Rakefet Amsalen monte sur scène pour interpréter une lamentation traditionnelle juive séfarade. Pour cette chanteuse, venir chanter est aussi un appel à la paix et à l'espoir. Je pense que la musique est une bonne façon de promouvoir l'espoir. D'abord d'ouvrir les cœurs des gens lorsque ceux-ci sont refermés et endurcis. Donc d'abord leur ouvrir le cœur et après seulement ils pourront se regarder l'un l'autre. Côté musulman, Sami Sarour, homme pieux soufi, est venu chanter l'appel à la prière. Mais pour cet imam, la situation de l'autre côté de la frontière est trop grave pour que la musique puisse y changer quoi que ce soit. À mon avis, le peuple à Gaza ne sera pas affecté car il est entièrement empli de douleur. Et dans notre religion, la musique, parce qu'à Gaza, les gens sont beaucoup plus religieux, eh bien, je ne pense pas que ça suffira à les calmer. Le deuil, le recueillement et malgré tout l'espoir, c'est le message qu'a voulu faire passer la programmation de la soirée. Sous l'égide du très respecté Yair Dalal, musicien multitalent, artistes juifs et arabes se succèdent sur scène dans une ambiance bon enfant, à l'image de Micha Biton, auteur-interprète habitant le kibboutz voisin de Nativa Asara. Toute cette histoire de guerre et de sang qui coule, c'est vraiment pas ça. Vous savez, nos soldats sont tués. De l'autre côté, les gens sont tués. Et moi qui habite justement dans le coin, j'ai développé non pas des sentiments de vengeance ou de haine, mais plutôt de réconciliation. Ces vers ombre au tableau, le public est à une écrasante majorité juif. Ce que regrette Nassib Assawawi, venu du village arabe de Kfar Kara. Mon grand regret, les gens sont découragés de la paix, de tout ce qui peut être positif. Et c'est dommage. Des événements pareils, il faut les soutenir et les multiplier. Il y a un espoir de paix entre juifs et arabes.
Sur fond de tensions sécuritaires fortes dans la région, aucun voisin gazaoui n'a pu participer au concert. Un concert sans frontières, mais avec frontières. Nous avons invité 21 personnes, mais seulement 8 ont pu obtenir des laissez-passer des autorités israéliennes. Le Hamas n'était pas au courant, mais hier dans la nuit, alors qu'un missile a été lancé sur la région, la situation est devenue tendue et ils n'ont pas pu passer la frontière. Le Hamas y était et les en a empêchés. L'absence de Gazaouis n'a pas empêché le concert de promouvoir un message de compassion et de paix. Et le flûtiste bédouin Khalil Alouo de la tribu Azazmeh ne perd pas de son optimisme. Inch'Allah, j'espère que le prochain concert sera dans Gaza, qu'il en soit ainsi. Voilà de quoi finir sur une belle note d'espoir. À suivre les premières images du film consacré au cycliste Lance Armstrong. Mais pour l'heure, c'est le highlight du jour, David Gomba. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette semaine, c'est l'Europe entière qui commémore la bataille de Waterloo. Le 18 juin 1815, cette morne plaine, comme la décrivait Victor Hugo, est témoin de la chute de l'empereur Napoléon ou de la victoire du général britannique Wellington, selon le point de vue. 200 ans plus tard, c'est sur le lieu de la célèbre bataille que le musée Wellington, du nom du vainqueur, présente une exposition retraçant le destin croisé des deux hommes. Pour se glisser dans la vie de ces deux militaires et hommes politiques, 250 objets leur ayant appartenu. Du célèbre bicorne de l'empereur à la longue vue du British, vous comprendrez que les deux hommes n'avaient pas le même destin, pas le même charisme et que finalement, l'histoire aura retenu la défaite du premier plus que la victoire du second. Et ne manquez pas la reconstitution de la bataille à l'occasion de la date anniversaire du 18 au 20 juin. C'est une leçon de cuisine à laquelle on vous invite maintenant avec notre invité. Bonjour, bonjour Guy Lovav. Bonjour. Vous êtes israélien, journaliste culinaire, animateur télé, auteur de nombreux livres, de nombreux best-sellers et de nombreux articles, dont un qui a fait vraiment le buzz, qui était La cuisine en temps de guerre à Jérusalem. Oui. Alors, vous lancez, Guy Lovav, un e-book titré « Les 100 meilleures adresses ethniques d'Israël ». Qu'est-ce que c'est une adresse ethnique dans un pays qui est très jeune, Guy? Oui, c'est vrai qu'Israël est très jeune, mais la chose la plus spéciale en Israël, c'est que toutes les ethnicités qui sont venues en Israël ont resté comme elle est. Alors, une personne géorgienne, ou une personne russe, ou une personne yéménite fait la cuisine comme sa grand-mère l'a fait. Alors, les restaurants restent spécial et reste avec la manière de faire la cuisine qui est très vraie, en effet. Alors Guy, c'est un guide finalement qui sert aux touristes essentiellement. Il est en anglais, il n'est pas encore traduit en français. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Alors quand on voit, je ne sais pas, le Maroc, la Russie, la Pologne, les Boukhaïrian, l'Éthiopie, la Syrie, et même la France, oui. Comment la nourriture israélienne a-t-elle évolué depuis 1948 ? Nourriture dont on a dit qu'elle n'existait pas d'une certaine façon. Oui, c'est vrai. Je crois que de plus en plus nous sommes arabes. Maintenant, la nourriture israélienne est très middle-eastien et très arabe. Il y a beaucoup de plats arabes que les Israéliens croient qu'ils sont israéliens. Les hummus, les falafels, c'est tout à fait arabe. Mais pour nous, c'est israélien. C'est de la région, mais c'était arabe devant que c'était israélien. Mais pour nous, c'est israélien maintenant. Alors, on va reparler de cette petite question politique juste après. Je voudrais quand même qu'on voit un peu vos adresses, parce que c'est vous qui nous les donnez. Ce sont vos adresses secrètes, ce sont les adresses des chauffeurs de taxi, des conducteurs de bus. Moi, en bonne française, j'ai repéré bien évidemment le docteur Tchatchouka à Jaffa. Mais quelles sont les autres adresses que vous nous conseillez ? Je crois que ma favorite est un restaurant qui s'appelle Bechoret Shoshi. C'est près de Tel Aviv, c'est pas à Tel Aviv, c'est à Ramat Gan. C'est un restaurant libyen. Le
chose qui est... la cuisine est extraordinaire, mais il vous donne le toilet paper. Pas des napkins, mais des toilet paper pour l'usage. Les Américains vont mourir. Oui, c'est ça. Et à Jérusalem, il y a un nouveau restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle Ishtabach Shemo. Et c'est la cuisine de la Syrie, au nord d'Israël. Et là, on fait tout le repas des Shabbat, on la met dans le pain et on le met dans le four et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est très difficile de trouver ces restaurants, mais je crois que les touristes, c'est dommage qu'on mange dans les hôtels et dans les restaurants qui sont très chers, parce que la vérité est dans ces restaurants, les restaurants ethniques. Alors oui, parce qu'il faut parler d'argent. C'est vrai que en quelques années, la cuisine israélienne a évolué. De nombreux chefs maintenant sont au panthéon des meilleurs chefs, mais ça reste quand même très cher et très international. Donc il y a cette dimension-là de petit boui-boui, on peut dire. Exactement. Vous pouvez marcher dans la rue et dans la même rue, il y a plusieurs ethnicités, plusieurs cuisines, irakiennes et russes. Et c'est ça le charme d'Israël. Vous avez bien raison. Alors, cet e-book est fait sous l'égide du Jewish World Heritage. C'est une organisation juive. Quid de tout ce qui est arabe dans ce pays? Est-ce que vous les mettez sous l'égide des Juifs? Comment vous avez dealé avec ça? Maintenant, on travaille dans un livre qui sera plus grand avec des restaurants arabes et les restaurants druzes et les restaurants chrétiens et tout ça, parce que je crois que quand un touriste arrive en Israël, même si le touriste est juif, il veut manger tout. Alors, il faut ajouter les restaurants arabes parce qu'il y a de bons restaurants arabes, bien sûr, et des restaurants druzes et tout ça. Alors, dans, je dirais, 2 ou 3 mois, il y aura un autre livre. Oui. Du politiquement correct, alors on va dire. Oui, plus politiquement correct, oui, c'est vrai. Pourtant, ce sont des restaurants israéliens arabes, non? C'est quelque chose, vous faites cette différence-là? Bien sûr, bien sûr. Parce que tout est politique dans votre pays, même la nourriture, c'est pas épargné. Même le hummus est politique. Vous savez que le Liban a dit qu'Israël ne peut pas utiliser le nom hummus et le nom taboulé pour les salades israéliennes. Mais c'est pas vrai, parce que c'est israélien maintenant. Alors Gil, parmi vos faits d'armes, vous en avez un, vous êtes l'arrière-petit-fils du très célèbre Eliezer Ben Yehuda, qui est l'homme qui a façonné le Nouvel Hébreu. Est-ce que d'une certaine façon, vous ne reproduisez pas ce qu'a fait votre arrière-grand-père en façonnant la cuisine israélienne, en lui donnant un nouveau visage? C'est un trop grand honneur pour moi de dire ça, mais je crois que chaque jour, quand je parle hébreu, ça, c'est la victoire de Eliezer Ben Yehuda. Que ma fille me dit qu'elle m'aime en hébreu, c'est ça la victoire. Dernière petite question. Vous avez également dans ce e-book donné donc vos adresses, bien évidemment, et puis surtout une espèce de petit dictionnaire des 30 meilleures façons de se comporter à table dans un restaurant. Ça veut dire quoi? C'est donnez-moi l'addition? C'est donnez-moi l'addition. C'est quelle est la différence entre shawarma et shishlik? Quelle est la différence entre shakshuka et betza mekoushkeshet? C'est toutes les manières de survivre dans un restaurant israélien, et c'est pas facile de survivre dans un restaurant israélien, alors il faut savoir quelques termes pour faire ça. Merci beaucoup pour ce e-book. On espère qu'il soit traduit très rapidement en français. Merci Gil. Merci à vous, à la prochaine. Voilà, c'est une interview qui était enregistrée avant ce journal. Alors, Laetitia Loreni, bonjour. On avale, mais on n'avale pas toujours les bonnes choses. Hein. C'est ce qui est arrivé à Lance Armstrong avec le film qui lui est consacré. Tout à fait, un biopic consacré au cycliste texan. On va regarder tout de suite les images. Je suis l'athlète le plus contrôlé de la planète. Je n'ai jamais été contrôlé positif à des produits améliorant les performances. Il fait de votre petit sport européen un événement international. S'il ment pendant les courses, c'est qu'il nous ment à nous aussi. Personne ne m'aura. On suit tous le programme. J'ai pas signé pour ça.
Voilà donc un film extrêmement hollywoodien. Il y a toute la recette nécessaire à un bon film hollywoodien, du scandale, un petit peu d'émotion et puis du sport. Lance Armstrong est incarné par Ben Foster. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est l'acteur de 6 Feet Under. Et d'ailleurs, il y a une extrême ressemblance entre cet acteur et le cycliste. Ça s'annonce donc comme un film fascinant sur un homme assez complexe qui va nous montrer la confrontation entre le menteur et l'homme qui tente de combattre son mensonge. Il avait quand même demandé pardon, Lance Armstrong, dans les médias. Ça avait fait d'ailleurs le tour du monde. C'était chez Oprah Winfrey en 2013 dans une interview. Et puis voilà que ce film lui est consacré. Le réalisateur est britannique et il a tout de même pris un petit Frenchie dans son film. Il a tourné le film en Isère. Il a pris Guillaume Canet pour incarner. On n'est pas forcément très reconnaissable, Guillaume Canet. Extraordinaire transformation. Extraordinaire. Un vrai rôle de composition. Il incarne, lui, voilà, un Italien, Michel Ferrari, qui était un nom associé depuis le début à toutes ces histoires d'autopage en 2010, dans les années 2000, pardon. Merci Laetitia. C'est la fin du Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure, juste après. C'est votre journal d'info. Merci.